téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Pacifique, bienvenue à l'émission À travers pour journée aujourd'hui. Jean connaît à travers son émission qu'il a pour aider à découvrir un modèle, une personnalité haïtienne ou étrangère qui a servi la communauté haïtienne, qui a servi le monde dans le domaine pas dans la façon parle. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir, un immense plaisir pour nous recevoir une personnalité qui pas jamais suspend claironner avant 12 janvier 2010 et qui continue à claironner jusqu'à présent. Un tremblement de terre, ce n'est pas une fatalité, c'est pareil pour nous, pareil pour ça. Sans doute, vous avez de qui est-ce parler. C'est ingénieur géologue Claude Prepti qui est avec nous aujourd'hui. Ingénieur géologue Claude Prepti, merci parce que vous avez accepté l'invitation Télévision Pacifique pour l'émission À travers. Bon, c'est moi pour qui te remercie du fait que tu as invité moi à participer à l'émission À travers de Radio Télé Pacifique. Oui, absolument. Ingénieur d'emblée, et où c'est ingénieur géologue, qui ça qui était motivé pour devenir un ingénieur géologue? Parce que c'est pas une profession qui était en vogue sans doute à l'époque. Bon, après philosophie, moi, je n'ai pas d'intention de devenir ingénieur géologue. L'intention, moi, c'était entrer dans la faculté des sciences pour me devenir architecte. Effectivement, moi, je composé, je me passé. Et pendant la PCM, je suis cours normal. Puis, la première année, je venais mal choisir option architecture. À l'époque, il a créé la faculté des sciences en section de géologie appliquée à la recherche minière. C'est quelle époque? En 1974. 74. Et l'équipe qui voulait créer section ça, c'est en perspective, il y a une institution qui a créée, qui est l'Institut national des ressources minérales, qui était pour sigle INAREM. Il a créé en 1975. Donc, il était besoin de jeunes ingénieurs pour venir travailler dans une nouvelle institution. Il vient dans la faculté des sciences, il vient nous recruter des étudiants qui ont une formation en géologie pendant 2 ans. Mais en même temps, il y a ingénieur civil, il y a une formation en géologie. Donc, il y a besoin de monde pour venir travailler aussitôt qu'ils ont fini diplômé pour aller travailler dans l'INAREM. Et j'ai toujours aimé la nature. Je dis, mais géologie, c'est en pleine nature. Je toujours aimé de l'eau qui a coulé. Je dis que, bon, peut-être que je vais faire géologie, hydrogéologie, je vais faire recherche de l'eau, rivière, etc. Donc, je me dis, pourquoi pas? Et puis, je levé mes mains, il a accepté moi, m'entrer dans. Il y a 7 ou bien 8 étudiants qui ont choisi pour faire partie de la section ça. Donc, nous faisons 2 ans à étudier géologie, en même temps que nous avons étudié génie civil. Et je me diplômé en 1976. Et immédiatement après, il mis un travail dans l'INAREM, Institut national des ressources minérales. Et depuis là, je fais carrière dans l'INAREM jusqu'à présent. Donc, je n'ai jamais quitté l'institution, j'ai 41 ans de carrière. Oh là là! Je fais toute vie professionnelle dans le secteur ça, géologie. Donc, c'est ainsi que je suis ingénieur géologue. Wow! 41 ans! Ou c'est un rare professionnel haïtien qui pas quitté Haïti, qui a décidé qu'il allait vivre l'autre bord de l'eau. Pour qui soit fait choix ça pour continuer à servir le pays en tant qu'ingénieur géologue? Bon, je pense que j'ai eu une chance extraordinaire du fait que moi j'étais dans la faculté. Depuis la faculté, je connais que j'ai un job captain. Donc, une fois que je finis d'étudier, je suis entré de mon côté, je commence à travailler. Et je ne bien pour me déplaindre du tout. J'ai un bon salaire, je travaille dans le pays. Et nous sommes 6 dans la famille, toutes à l'extérieur. Je me dis, mais ça me le faire dehors parce que mon profession, je travaille. Et quelques années après, je suis entré dans l'enseignement. Je pensais que connaissance que je gagne, il faut que je baille à l'autre monde. Je suis étudié à l'extérieur, je fais une spécialisation en géologie de l'ingénieur aux frais de l'État. Je vais payer 5 cob. J'ai eu la chance de fréquenter une plus grosse école française et que tout Français a rêvé de fréquenter, c'est l'école des mines de Paris. Wow. Donc, je fais une spécialisation. Je vais entrer dans le pays, je mettre connaissances au service des jeunes. Et je continue à bailler service bientôt. l'INAREM qui vient du département des mines, ministère des mines. Et en 1986, il y a un bureau des mines et d'énergie. Donc, ça n'a pas jamais fleuré penser. Moi, je ne travaille à l'extérieur, mais que j'ai des offres que je recevoir. Même toujours les dans le pays, et puis mettre connaissances au service du pays. Est-ce que ça veut dire que pas jamais rencontrer des difficultés? Et si tu as rencontré quelques difficultés, qui ont été faites pour surmonter? Bon, la vie a ses difficultés. Même dire que difficulté de joindre un job, difficulté courante de la vie, pas vraiment
surmonter. Bon, on fait face à des difficultés, des frustrations en tant que professionnel. Parce que tu as fait des études, on a connaissance, on a appliqué connaissance là, et puis ouais, que il pas tenu compte de résultats connaissances yo, il mettait un petit wa, donc on a l'impression qu'on travaille pour rien. Même fin par me compte que le temps c'est le maître de l'évolution. C'est vrai. Parce que il y a des bagailles que je dit au début, parce qu'à partir de 2001, je lancé dans la sismologie. Parce que je ne suis pas un sismologue, je suis un ingénieur géologue. Et après une spécialisation en France sur les risques naturels, les risques géologiques, je commencé à m'intéresser à la sismologie. Et il y a des bagailles que je t'ai dit au départ, que je ne suis pas capable d'entendre, pas capable de comprendre. Même au niveau politique, l'on parle de ça, on dit, monsieur, causer ça, Kembel pour vous, pas question pour gonfler tête population avec une idée de tremblement de terre, de risque naturel. Donc, pas parler de ça. Donc, bon, camper. Mais encore une fois, je dis que le temps, c'est le maître de l'évolution. Avec le temps, eh bien, on connaît que ou pas capable d'opposer l'ignorance humaine éternellement à la connaissance. Non. Ils vont leur faire le changer. Et bon, tu as un tremblement de terre 12 janvier 2010. Et puis, des bagailles que je ne suis pas capable de parler peut-être il y a 10 ans, 20 ans, je te dis, je pour moi, mais qu'on y a de mise. Obligatoire. Il n'y a pas enseigné dans l'école. Tout le monde d'accord, c'est le gouvernement qu'on y a là qui a fait promotion, soit à dire. Donc, il faut être très patient dans le domaine. Là. Donc, même si on a des difficultés, eh bien, surmonter les difficultés, ils vont quand même y attendre parce qu'encore une fois, l'ignorance humaine ne peut pas s'opposer éternellement à la connaissance. À la connaissance. Qui ça vous plus aimé dans le travail qu'on fait chaque jour, et ça depuis 40 ans? Qui ça plus aimé là-dedans? Qui ça plus qui passionné? C'est porter un changement dans la vie du peuple haïtien. Parce qu'un géologue qui apprend une géologie appliquée à la recherche minière, ou fait étude de gisements, de richesses, de ressources naturelles, donc, ou en contact avec les ressources, et on pense que les ressources, si on développe, si on met en exploitation, elles un bien-être pour le pays. Moi, intéressé à la sismologie, aux risques naturels, c'est avec passion que je fais lire, parce que je pense que si la population n'est pas éduquée, si elle n'est pas informée sur le type de menace, si nous ne prenons pas des dispositions, nous mettons des politiques pour nous diminuer le risque, diminuer la vulnérabilité, un peu de monde a mouru, un peu de monde mourir le 12 janvier. Donc pour moi, c'est une satisfaction. Le me lancer dans le genre de travail, pour moi, que m'a servi le pays. Non seulement pour moi conduire et provoquer un développement durable par l'exploitation des ressources naturelles, mais également par la sensibilisation de la population pour que nous diminuions la vulnérabilité de la population, apprendre à protéger la ville face aux menaces géologiques, aux menaces naturelles. Apprendre à protéger la ville, dis-nous ingénieur, qui ça, chaque Haïtien, tu dois connaître sur le tremblement de terre ou sur menaces, risques naturels pour les victimes de n'importe quelle catastrophe? Qui ça doit connaître sur ça? Qui est non information de connaître? Bon, tout d'abord, nous vivons sur un territoire qui a 27 750 km². Et chaque Haïtien a vivre dans une commune, dans une zone. Pour les bagages que nous devons connaître, c'est que dans la zone côté de l'héritier, même si ce n'est pas un côté permanent, déplacé de temps en temps, mais une fois que l'on établit dans la zone, pour les bagages pour essayer de connaître quel type de menace qui est capable d'affecter mon côté là. Moi-même avec toute famille. Parce que, lorsqu'on parle de menaces naturelles, il y a un tremblement de terre, il y a un tsunami, il y a un glissement de terrain, il y a une sécheresse, il y a une inondation, il y a un changement climatique, il y a érosion, sédimentation, inondation, toute qualité, type de menace. Maintenant, côté moi était là, côté moi était caïman, avec toute famille, là, toute menace, qui est priorité numéro 1, nous devons connaître que menace est capable d'affecter à n'importe quel moment ou bien pendant une période. Ça, c'est pour les barrières. C'est la connaissance, c'est l'information sur le type de menace. Deuxième information, si vous connaissez quel type de menace qui est capable d'affecter, qui ça est capable de faire pour me protéger la tête? Qui ça est capable de faire pour me protéger la famille? Il y a 3 temps dans la barrière, c'est avant, pendant et après. Maintenant, pendant que la menace va arriver, qui j'aime capable de ranger caïman? Qui façon pour me faire caïman pour me capable de résister à ce type de menace? Qui comportement pour me gagner la fête? Et après, qui j'aime pour me réagir? Donc, c'est appliquer consigne, c'est apprendre, encore une fois, c'est l'information, je viens de vous dire, c'est pas une fatalité,
c'est pareil pour nous pareil. Oui. Pareil avait dit qui ça? Eh bien, prends information sur le type de menace qui est capable d'affecter là. Contre qui gens pour réagir face à menace ça. Contre qui gens pour ranger caillou, pour faire caillou. Si c'est tremblement de terre, pour vivre en construction parasismique. Si c'est cyclone, pour vivre en construction paracyclonique. Si c'est inondation, qui gens pour cailler pour que de l'eau pas rentre dedans. Donc, qui meilleur côté pour choisir, acheter un terrain ou faire un investissement, qui meilleur côté pour choisir pour mettre caille ça, pour faire face à phénomène yo. Donc, qui comportement pour me gagner la journée, la nuit, l'homme dans caille là, l'homme dans la rue, l'homme dans l'école, l'homme dans le travail. Donc, c'est pareil pour nous pareil. Donc, si vous avez toute information, ça ou diminuer un pile risque pour que vous soyez une victime de menaces naturelles. Alors, cette année, 6 mois après 12 janvier 2010, mardi après-midi, ça, on m'a dit catastrophique. Est-ce que Haïti prêt journée aujourd'hui, cette année, 6 mois après, pour si on catastrophe comme ça arrive pour nous dire bon, même quand c'était victime, nous toujours cette année, 6 mois après. Avant 12 janvier 2010, c'était tout le monde qui est mort, près de 300 000 personnes dit, nous perdu près de 8 milliards de dollars comme perte économique. Tout dégât ça a fait, c'est que nous ne pas pareil du tout. Non. Donc, nous sommes à zéro. La population pas même connaît que un tel phénomène est capable d'affecter. Pas penser qu'en 7 ans, nous sommes capables de remonter pas de temps aussi rapidement. Comme tu as dit tout à l'heure, le temps est le maître de l'évolution. Donc, ça prend pile temps avant que nous disions que si même phénomène n'a passé, eh bien, combien de monde cap mourir? Est-ce que c'est 200 personnes, 100 personnes, 50 personnes, 30 personnes? Nous ne sommes pas capables prêts pour nous répondre à la question. Ça. Tout simplement, c'est mettre nous au travail avec un programme continu, avec des mesures, des actions, pour que tout acteur qui est concerné par la problématique là, nous joue au rôle pour qu'à moyen et à long terme, nous arrivions vraiment à réduire la vulnérabilité. Mais à très court terme, c'est un trop petit pour nous évaluer l'effort qui fait, parce que nous partons vraiment de zéro, de rien. Pendant 7 ans, ça nous mettait à profit des études pour nous mieux maîtriser les menaces là, pour nous mieux maîtriser la sismicité locale là. Maintenant, il est temps pour nous passer à l'autre phase, côté que nous avons commencé à appliquer les mesures. Mais côté que là, beaucoup plus difficile, c'est que l'application de ces mesures, ce n'est pas le technicien qui a fait. Le technicien lui-même, il identifie les problèmes. Il dit qui côté que le problème est, qui gens pour nous faire face à eux-mêmes. Maintenant, la mise en application de ces mesures, ce sont des choix politiques. Et par exemple, au niveau d'une commune, c'est le maire. Oui. C'est les collectivités territoriales, des gens qui pas nécessairement ont des connaissances techniques. Maintenant, qui gens que ou pral passer de connaissances techniques à des mesures opérationnelles pour capable agir sur la population. Là, on entre dans des choix politiques, des mesures qui parfois impopulaires, côté qu'on a demandé un homme politique qui a l'élection, qui prend des mesures parfois qui ne faire population qui te vote la plaisir et obliger Marie ceinture pour prendre pour capable protéger malgré eux-mêmes pour que le bail a passé va victime. Donc le domaine ça est encore plus difficile. Pour technicien très facile pour faire une étude pour dire que mais ça doit faire. Mais appliquer mesures là, n'est pas aussi facile que ça. Ça prend temps. Mais c'est avec l'éducation, sensibilisation pour que monde connaisse que c'est à son profit, il n'est pas capable de mettre construction là n'importe qui côté et que le magistrat ou bien un député ou bien autorité prend des mesures. Il y a des règlements pour la construction, il faut qu'il applique la loi. Et bien c'est pour intérêt, le SAL a obligé de faire et n'a commencé à voir des résultats côté que la population a moins victime. Ville au Cap, c'est une ville qui est exposée, d'après l'information qui est disponible, d'après la campagne qui fait tout. Et il y a une pile simulation qui fait, c'est tsunami, qui sont pour nous déplacer, côté pour y aller, qui zone qui est sécurité, il y a un panneau tout dans presque toute ville au Cap, par contre c'est ratio, mais ça va gagner peut-être moins d'un an au Cap, il y a un pile panneau. Et est-ce que il y a l'autre ville dans le pays qui est autant exposé, Jean au Cap exposé à, Jean au Cap vraiment exposé à menacer, tremblement de terre, même tsunami, est-ce qu'il y a l'autre ville qui est exposée comme ça? Bon, nous parlons du Haut-Cap, dans le nord, Oui. même pas parler du Haut-Cap, nous parlons du Grand Nord. Les principales villes côtières du Grand Nord. L'un du Grand Nord, là, il y a 3 départements qui sont concernés. Le nord-ouest, Oui. le nord Le nord. et le nord-est.
Ville principale nord-ouest, chef-lieu, c'est Port-de-Paix. Oui. Donc Port-de-Paix aussi exposé que le Cap-Haïtien, qui est principale ville du département du Nord. Fort-Liberté aussi exposé que principale ville du Nord-Est. Oui. Surtout Jean niveau la mer par rapport à Fort-Liberté. Donc pour moi-même, le Grand Nord, c'est toute ville côtière qui a 3 départements qui ont le même type de menace que le Cap-Haïtien. Maintenant, pour qui ça fait zoom sur le Cap-Haïtien? Parce que c'est la ville la plus peuplée. Parce qu'en 1842, quand tremblement de terre qui passait dans le nord, la population cap-haïtienne est estimée à près de 10 000 habitants en 1842. Et moitié de la population était morte. Voilà. 5 000 morts sur 10 000 habitants. Port-de-Paix à l'époque, pas de grand pile monde. Donc la littérature n'a pas même rapporté combien de monde qui était mort Port-de-Paix. Il n'a pas rapporté combien de monde qui mourit Fort-Liberté. C'est plus cap-haïtien qui était ouais. 5 000 personnes morts sur 10 000 habitants. Ensuite, le tremblement de terre est suivi d'un tsunami. 200 à 300 personnes sont mortes à cause de tsunami. Où tu as le palais de Sans-Souci, qui est encore dans le département du Nord, la citadelle de la Ferrière, tout gros monument ça a été affecté par le tremblement de terre là. Donc tout le monde rappelait ce qui s'est passé dans le Nord et particulièrement au Cap-Haïtien. Mais je vous dis, le Cap-Haïtien il y a plus que 250 000 habitants pour la commune du Cap-Haïtien. Et vous pourrez voir que si même le tremblement de terre a passé, je vous dis, avec une magnitude 8, il y a au moins 10% de la population qui a mouru. Bon, pour le Cap-Haïtien. Maintenant, si on prend pour le Grand Nord, parce que Port-de-Paix, Fort-Liberté, entre-temps, population augmentée. Donc là, on prend le Grand Nord, on estime que la population en tout est près de 750 000 habitants pour le Grand Nord. Donc 10% de la population, ça fait à peu près 75 000 personnes qui sont capables de mourir de tremblement de terre. Donc il faut que nous ne prenions pas uniquement pour le Cap-Haïtien, il faut que nous prenions pour le Grand Nord en raison de failles qui passaient dans la mer entre la Tortue et le Mont Saint-Nicolas et qui a accumulé l'énergie. Et compte tenu de longueur, qui est capable de barrer des tremblements de terre de magnitude 8. Ça, c'est pour le nord. Pas oublier que nous avons l'autre faille encore qui traversait toute la presqu'île du sud. Depuis la zone Henri Quillot, la Casuéi, et il traversait toute presqu'île là, elle sortit en Pointe Tiburon, là dans la mer, vers la Jamaïque. Donc, toute ville qui est située à proximité ou bien à côté de faille, ça tout en danger. Par exemple, qui veut dire ingénieur? Bon, là, on prend la boule, parce que faille a passé la boule. Donc, le département de l'Ouest en général. Donc, tout département à risque. Donc, il y a 20 communes dans le département de l'Ouest. Donc, tous les 20 communes ça sont concernées par le tremblement de terre. Là, on prend les autres départements des NIP. Eh bien, zone en Savoie, Petit Trou de Nip, Petite Rivière de... Toutes zones ça affectées par les failles qui se trouvent dans cette région-là. Là, on prend le département de la Grand'Anse. Donc, il y a des failles que vous découvrez. La Grand'Anse également. La Grand'Anse, bien sûr. Toute zone Jérémie, il y a des failles sur terre, il y a des failles dans la mer. Et c'est des failles qui sont capables actives, qui sont capables de battre dans le monde de terre. Là, on prend par exemple le sud. Bon, faille principale là, passer dans la zone Tiburon, toute zone Campérin, c'est côté que faille là passé. Sud-est. Donc, au niveau de la presqu'île du sud, il y a près de 5 départements qui sont concernés par faille ça. Le fait d'Haïti, c'est un pays qui est quasi totalement exposé, mais à part le centre comme département. Bon, à part le centre et l'Artibonite, et dernièrement, je regardé une secousse que nous avons enregistrée, qui était dans la mer, en face Gonaïve. Il était à 80 km au nord de Jérémie et à peu près une centaine de kilomètres au sud de Bombardopolis, donc dans la mer, de presque en face Gonaïve, presque en face Saint-Marc. Ça veut dire que la zone Sahara, dans la mer, a une structure qui est capable de battre le tremblement de terre, parce que l'Iba a un secousse sismique de magnitude 4,5. Donc, pratiquement, tout Haïti, c'est un pays à risque. Mais il a identifié 5 départements au niveau du sud, côté que faille, presqu'île du sud, l'a passé, et 3 départements à cause de faille dans le nord là. Ça fait 8 départements, donc il était 2, c'est l'Artibonite et le centre. Mais quand même, entre les deux, distance n'est pas en pile. Si le tremblement de terre fait dans le sud ou dans le nord, on Dieu a traversé 2 départements avant d'atteindre soit le sud, soit le nord. Donc, tous les 10 départements d'Haïti sont à risque sismique, mais degré de risque différent, dépendamment de où placer à proximité de faille là ou pas. Kounia, wap jwe rôle directeur bureau mine ak énergie dans le pays, par rapport à toute exposition ça gagne, est-ce qu'il y a une disposition alors, par rapport au programme gouvernement qui est déjà en perspective, que nous prend non seulement pour aider les gens mieux connaître danger, plus bien, mais tout
pour nous carrément peut-être pour faire une prise en charge après ça, parce qu'en fait, tout plus gros problème, c'est plus gros problème que tu as, c'est problème prévention, à prévision de qui disposition qu'à prend pour protéger les gens pour s'il y a danger, mais après tout, pour qu'ils doivent vivre après. Qui disposition qu'à prend? Bon, disons que tout d'abord, il faut identifier les menaces. Là. Oui. Il y a des institutions qui sont là pour évaluer, essayer de maîtriser les menaces. Là. Ça veut dire les aléas. C'est une institution qui est très technique, qui est là pour identifier qui côté que faille passer, qui gens que faille a bouger, a déformer, et faire étude de sol pour connaître qui gens que sol là pour réagir lorsque onde sismique là traverse le sol. Tout ça, c'est des institutions qui sont très techniques. Il y a des institutions qui sont là pour faire formation, éducation, sensibilisation. Par exemple, l'université. Oui. Il est là pour le former. Qui est en crise, qu'on y a. Qui est en crise, mais il est là pour le former des étudiants, des professionnels pour faire face à ça. Lorsqu'on parle de sensibilisation dans l'école, qui réaction pour gagner? Donc, le ministère de l'Éducation nationale a un rôle pour le jouer. Maintenant, le phénomène a fini de passer, il faut qu'on réponse. Absolument. Et il y a des institutions qui sont là pour faire face à la réponse là. Donc, il y a des plans de contingence pour mettre tout acteur sur la même table pour connaître que le phénomène a fini de passer, qui gens qui a porté contribution pour être capable de porter secours à la population. Donc, c'est un bagage qui est transversal. Est-ce que maintenant, quel niveau nous est aujourd'hui avant de prendre pause là, ingénieur? Bon, chaque institution a essayé de jouer rôle. Moi-même, je suis dans le bureau des mines. Donc, je suis là pour me faire surveillance sismique, mettre des appareils pour moi ouais qui côté que faille situer avec le laboratoire national, faire étude de sol. Le travail nous était là. Et il est clair que nous différentes failles qui gagnent dans tout Et chaque fois que nous avons un secours sismique, nous remettons un bulletin pour dire à la population, attention, mes comportements pour gagner. Maintenant, au niveau de la réponse, pas oublier qu'en Haïti, nous avons un secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, qui est le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est entité ça, Wally, c'est planifier justement au niveau du pays pour tous les types de risques, multi-risques, laisse arriver qui comportement pour nous gagner, qui vient activer institutions, cellules pour que la population, pour que l'institution ça même aide par eux, qui vient pour faire face à ce phénomène. De même qu'au niveau de la construction, il y a des codes de construction, c'est TPTC qui va aller. Octroi de permis de construire, ce sont les mairies, avec avis TPTC. Donc, il y a plusieurs institutions. C'est maintenant, on crée une synergie autour de toute institution avec un programme au plan national que le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres est capable d'assurer le leadership et que toute institution connaît qui gens qui a convergé les efforts pour que nous aboutissions, nous ayons le même objectif qui est celui de la réduction de la vulnérabilité de la population. Ingénieur Prepti, nous prenons une pause, nous allons tourner à l'heure, nous allons commencer dans un petit moment. On tente pour téléspectateurs, téléspectatrices, commencer au moins commencer à assimiler l'information, commencer à joindre dans l'émission ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous arrivons en pause dans l'émission à travers pour qu'on y est là. Restez branchés, nous allons tourner dans un petit moment. Nous allons suivre à travers sur télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous avons comme invité ingénieur géologue Claude Prepti, que je pense que peu de monde connaît. Ingénieur, nous avons parlé de risque sismique avant pause là. Dis-nous qui est la surveillance sismologique là aujourd'hui en Haïti? Bon, surveillance là, c'est une activité que nous avons initiée après 12 janvier 2010. Parce qu'avant 12 janvier, pas de appareil de surveillance en Haïti. Donc depuis quelques années, 2 ou 3 ans, il y a un peu l'effort qui est fait par l'État haïtien qui a contribué à mettre des appareils, des stations sismiques dans plusieurs départements géographiques. Nous avons créé une unité de surveillance sismique dans le bureau des mines et de l'énergie. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas jamais un budget. Avec le budget d'investissement, nous avons un fonds qui met à disposition pour nous faire le réseau à fonctionner, Mais nous avons toujours plaidé pour que le budget réseau n'est pas sous budget d'investissement, c'est sous fonctionnement pour lui, sous fonctionnement du bureau des mines. Et avec un peu de satisfaction, moi, pour l'exercice 2017-2018, il y a un montant qui est ajouté sur le budget du bureau des mines. Et le montant, c'est le montant que nous avons demandé pour assurer les charges permanentes du réseau de surveillance sismique. C'est un gros particulier. Parce qu'actuellement, nous avons un peu de stations qui sont en panne. Et avec montant salaire, nous pouvons acheter appareils
densifier le réseau sur des pièces de rechange pour que la station ça va commencer à fonctionner. Alors, excusez ingénieur, il y a une précision, c'est combien de stations nous gagnons pour couler là et puis qui genre est stricti surveillance là organisée? Bon, au réseau de surveillance sismique, c'est mettre des appareils pour couvrir le territoire. Actuellement, nous avons un appareil, une station dans la zone Léogane, nous avons dans la zone Juvena, Port-au-Prince, nous avons Pétionville, nous avons dans la zone Jacmel, nous avons nos Cap-Haïtiens, nous avons dans la zone Hèche, et nous avons 2 stations que nous allons installer, une dans la zone Jérémy pour la Grandance et une dans la zone Mol-Saint-Nicolas pour le nord-ouest. Mais il y a différents types de stations. Il y a une station large bande, n'importe quelle secousse qui est enregistrée. Mais il y a l'autre station qui est des accéléromètres. Il est là pour enregistrer des mouvements forts, qui sont plus utilisés pour leur faire des règlements parasismiques. Donc nous avons quelques stations que le projet Winer et Banon. Donc nous installons autour, donc il y a un réseau. Et nous avons d'autres sismomètres que nous pourrons ajouter à la station large bande de façon pour nous avoir une couverture nationale. Et au fur et à mesure que nous avons plus de moyens, nous avons densifié le réseau parce que plus il y a une station qui est installée sur le territoire, et plus l'information est fiable. Absolument. Parce que lorsqu'on a une secousse qui fait, il faut que le centre de données qui est dans le bureau des mines, il faut que sous l'écran là, il y a enregistré, il y a 3 stations qui ont enregistré cette secousse là. Et c'est à partir de 3 stations ça est capable de calculer magnitude, épicentre et profondeur de tremblement de terre. Nous-mêmes, nous sommes capables d'émettre un bulletin pour nous dire que, mais qui côté que le tremblement de terre a fait, à qui profondeur, et qui côté que l'épicentre là situé, et ce qui faille que l'épicentre là situé pour nous donner l'information. Donc, c'est ça que c'est comme ça au réseau de surveillance formé. Maintenant, pour le fonctionner, il faut qu'on soit capable de recevoir l'information en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui veut dire que le centre de données qui est dans le bureau de mine, il faut qu'il y ait alimenté en électricité. Il faut qu'il y ait Internet parce que l'appareil, c'est avec Internet ou bien encore par satellite. Il faut payer COB pour satellite là fonctionner. Il faut qu'il y ait un personnel compétent qui est qualifié pour faire surveillance là 24 sur 24. Et si c'est 24 sur 24, pas oublier que l'État a fonctionné de 8h à 4h. Donc il faut qu'il y ait une équipe qui était de 4h jusqu'à le lendemain. 6h du matin aussi. Pendant le week-end, de vendredi jusqu'à lundi matin, il faut qu'il y ait une équipe qui est là, qui veille pour si que une secousse pendant le week-end, rapidement, le fait calcul là pour nous remettre le bulletin. Or, le budget ne pas permettre nous, même en termes de local. Regardez côté que nous logeons à l'environ des mines, c'est une petite pièce que liée qui n'est pas tout à fait parasismique. Donc, on a lutté pour un local parasismique. Un local qui a une cafétéria, qui a un dortoir, côté qui est capable de loger au personnel, qui est capable de faire une surveillance 24 sur 24, même après les heures de bureau, même pendant le week-end. Donc, encore une fois, on a fait avec ce que nous avons. Le temps, encore une fois, je le répète, c'est le maître de l'évolution. Avec le temps, on a fait pas un réseau, même gens en Martinique ou bien en Guadeloupe, qui ont un réseau qui a 50 ans d'existence. Oh là là. Et c'est là que nous devons techniciens, nous, à expérience. Donc 50 ans par rapport à 4 ans, 5 ans que nous avons, ce n'est rien. Mais quand même, nous commençons et nous prenons expérience de l'autre monde. Mais c'est au fil du temps que nous avons bâti ça, qui est très utile pour la population. Parce que sans un réseau de surveillance sismique, on ne peut pas capable de faire prévision. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité, grâce à réseau ça, pour nous capables de dire, bon, on dit grâce à réseau, mais par rapport à l'autre information qu'il y a encore, pour nous capables de dire, ah, pas le tremblement de terre tel est. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous voir un tremblement de terre avant même qu'elle arrive? Non, il n'est pas possible. Dans l'état actuel de connaissance, on est capable de faire prévision. On n'est pas capable de faire prédiction. Parce qu'il y a une grande différence entre la prévision et la prédiction. Réseau permet de faire prévision. Ou prévision, ça veut dire son estimation pour dire que zone ça a une faille là-dedans. Ou mesurer déformation faille là, ou quelle quantité d'énergie capable d'accumuler dans la faille ça. On dit que à l'échelle d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années ou bien d'une cinquantaine d'années, il y a une possibilité pour que au tremblement de terre là. C'est ça la prévision. Tandis que prédiction, c'est dire qui joue, qui le. Ah oui, qui côté. Qui côté et avec qui intensité que le va faire. Depuis on jour, on le, on date, on dit qui côté, on parle en prévision encore ou en prédiction.
Ça veut dire que tout message qu'on a circulé sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout ça, qui dit demain matin, demain après-midi, à faire mon peu découvrir, ça, c'est des rumeurs qu'il y a paniqué la population pour rien, parce que la science, pas en mesure, dit que dans le week-end, il y a un tremblement de terre qui est passé. C'est pas même genre avec un cyclone, par exemple. Météorologique, un cyclone. Absolument. Cyclone prend naissance sous la mer, et puis il y a des appareils qui suivent la trajectoire, il y a à quelle vitesse que l'a déplacé. Je connais par rapport à côté de là, demain qui côté que la pied et pendant combien de temps la fait sur Haïti, quantité à quelle vitesse que lié. Donc il y a des prévisions capable faire ou capable dire monio déplacer pendant telle heure, ça possible. Mais pas une période, pas une saison sismique. Et nous toujours dit que saison sismique elle commence 1er janvier et finit 31 décembre. C'est tous les jours. Cercle, oui, absolument. Donc c'est pareil pour pareil. Absolument. Alors en termes de prévision, pour Haïti, qui prévision gain peut-être dans combien de temps nous prend un séisme? En termes de prévision, il est basé sur les mesures de géodésie spatiale. À savoir que failles majeures ou identifiées, ou connaît quelle quantité d'énergie qu'a accumulé dans faille ça et ou connaît vitesse de déformation faille ou connaît depuis qui le dernier gros tremblement de terre a fait avec vitesse de déformation capable de dire que eh bien ou gain ou quantité d'énergie qui est dans faille ça si énergie ça libérée, il est capable de magnitude 7 ou bien 8. Et l'autre dernier séisme là, on dit que si c'est chaque 20 ans, chaque 30 ans, chaque 50 ans, on est capable de dire que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 200 ans, on est capable de tremblement de terre de telle magnitude. Nous faisons étude ça pour la faille de la presqu'île du Sud et nous avons résultat que il y a possibilité pour que sous faille ça ou un tremblement de terre de magnitude 7. Et le 12 janvier, un tremblement de terre effectivement de magnitude 7. Mais après beaucoup d'études et d'expertise, nous nous rendons compte que ce n'est pas sous faille ça que nous avons fait l'étude là que le tremblement de terre est arrivé. Sous faille que nous n'avons pas même identifié, qui passait en bas les organes, c'est les mêmes qui bat le tremblement de terre. Et après 12 janvier, pendant 5 ans, de 2010 à 2015, nous continuons à faire la même mesure, que faille ça que nous avons identifié bien avant, nous continuons à accumuler l'énergie. Donc, le tremblement de terre que nous avons atteint, cap fait sous l'IA, donc, probabilité est toujours là. Donc, à n'importe quel moment, nous sommes capables de tremblement de terre sous faille là, avec un épicentre qui rapproche davantage de Port-au-Prince, ou bien encore qui éloigne davantage de Port-au-Prince, de Miragouane jusqu'à Okaï, par exemple. Donc, c'est ça la prévision. Donc, danger est toujours là. Et depuis 1842, il y a un gros tremblement de terre sous faille nord là. Ça fait 175 ans peut-être depuis que le tremblement de terre s'est fait. Et il y a une possibilité pour que les libérer ou énergie qui équivaut à une magnitude 8, c'est après combien de temps que la fête, nous ne connaissons pas. Donc tout ça, c'est des prévisions qui permettent de nous connaître que faille ça est très dangereuse et à n'importe quel moment, il est capable de battre le tremblement de terre. C'est capable dans 10 ans, dans 3 mois, ou bien encore dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. On ne peut pas le savoir. Ingénieur, nous allons regarder un aspect qui est important, qui est rapport avec richesse nous gagnons dans ce sol noir. Mais avant d'entrer là-dedans, il y a une petite précision par rapport avec l'activité sismique. Est-ce que son activité, pour nous comprendre plus bien, est-ce que son bail qui est naturel? Parce que mon gars a pensé, après 12 janvier, on te dit c'est l'autre pays qui a attaqué. Nous avons pile d'informations qui pas de ça. Puis le monde t'a parlé. C'est une explication sur qui ça qui fait, on a fait à partir de failles là, de plaques tectoniques, tout ça. Bon, 90% tremblement de terre qui fait à travers le monde, il y a pour origine tectonique. Tectonique là, ça veut dire quoi? C'est une science en géologie qui étudie déformation écorce terrestre. Qui dit que écorce terrestre là, composée d'une série de plaques, de blocs de roches qui ont bougé l'une par rapport à l'autre. Nous tous connaissons que la planète Terre là, il y a une rotation, elle a bougé. Nous tous connaissons que la virée autour, une rotation sur les-mêmes, la tourner autour du Soleil. Mais ça que nous ne connaissons pas, c'est que côté Nchita, qui est l'écorce terrestre, elle a bougé tout, mais à des vitesses très lentes. Chaque pays situé sur un bloc rocheux qui a déplacé. Il y a des blocs, il y a rencontré avec l'autre. Il y a des blocs, il y a écarté de l'autre. Il y a des blocs, il y a glissé en bas de l'autre. Donc, la planète Terre, là, c'est un être vivant qui est très dynamique. Il a bougé. Et du fait que le dynamique, ça va créer maintenant des fractures, des collisions qu'a faites entre blocs.
Et collision peut provoquer des cassures que nous regardons des failles. Depuis que il y a deux blocs qui rencontrent, qui frappent l'un avec l'autre, ça va créer des zones de choc. Donc, ce sont sources de tremblement de terre. Et si le bloc frappe très fort l'un avec l'autre, il est capable de provoquer des cassures de l'écorce terrestre. En dans cassure, ça vient bloquer, il a déformé, donc il est capable de baron encore des tremblements de terre. Donc, ce sont des sources de tremblement de terre. Donc, origine tremblement de terre, pour qui ça connaît un tremblement de terre, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel parce qu'il est lié à dynamisme écorce terrestre. C'est parce qu'en bas bloc rocheux, ou un liquide qui aurait les magmas qui est très chaud. Le écorce terrestre là, lui-même, est fissuré, magma a passé à travers les fissures, il bord des éruptions volcaniques, des volcans. Et ces magmas, ça, il retombe à nouveau sur l'écorce terrestre là, il refroidit, il bord des roches volcaniques. Maintenant, toute chaîne de montagne, tout, puisque bloc il a déplacé, là, il a rencontré, il fait des plis, donc il va le bord des chaînes de montagne. Donc, toute dynamique, que ce soit chaîne de montagne, volcan, tremblement de terre, tout lié à l'origine tectonique de l'écorce terrestre. Ok. Ingénieur, je dirais que moins temps que plus de temps que je gagne. On regarde les richesses. Je dis Haïti, son pays qui sous-sol est riche en pile. Est-ce que c'est un bagage qui est scientifiquement prouvé ou tout au moins démontré, tout au moins vérifié scientifiquement? Bon, dans ce domaine-là, pendant 20 ans, de 1973 à 1993, l'État haïtien consentit des débats très importants avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, côté qui a fait des recherches très poussées sur l'ensemble du territoire. Et pendant 20 ans, ça, il est arrivé à mettre un potentiel minier en valeur, identifié au potentiel minier. Le potentiel, ça, il y a des indices, c'est-à-dire des zones côté que nous dit ça a mérité plus d'études avant que nous disions que nous avons un bagage là qui est important. Mais il y a des zones tout côté que nous poussé recherche jusqu'à ce que nous mettions en évidence des gisements, c'est-à-dire une substance qui est évaluée jusqu'à niveau de préfaisabilité qu'on est prêt pour exploiter. Donc, il y a des substances métalliques, il y a des substances non métalliques, il y a des substances énergétiques. En termes de substances métalliques, ça qui plus caractérisé Haïti, c'est l'or et le cuivre. Et géologiquement parlant, or et cuivre, ça est plus joigneux dans le nord d'Haïti. Ils sont un couloir qui est très long, qui fait 500 km de long. Il commence dans le nord-ouest, là, il finit en République dominicaine. Maintenant, qui valeur que l'on ça? Oui, nous avons des gisements d'or et de cuivre, mais ça au vaut. En République dominicaine, nous avons un gisement d'or, côté que réserve là évaluée à près de 18 millions d'onces d'or. Or, actuellement, 11 dollars a coûté $1 200 américains. Or, sur le plan international, au gisement de classe internationale, lorsqu'il y a des réserves prouvées de 3 millions d'onces d'or. Or, du côté haïtien, toute étude qui est faite, c'est de petits gisements d'or et de cuivre que nous voyons, qui ne peuvent pas dépasser 400 000 onces d'or. Donc, oui, nous avons l'or, son richesse, son potentiel, mais il peut atteindre au niveau de classe internationale ou bien encore au méga gisement, même gens en République dominicaine gagnent. Maintenant, dans la zone Haïti, je pense que si nous continuons à rechercher, il y a possibilité pour que nous joignions un gisement d'or ou bien de cuivre de classe internationale ou bien encore un méga gisement de la taille de Pueblo Viejo qui est exploité actuellement en République dominicaine. Maintenant, petit gisement ça que nous gagnons, nous sommes capables de commencer l'exploitation pour nous commencer à faire expérience. En même temps, permettre que nous continuons à rechercher pour nous joindre des gisements beaucoup plus importants parce que je pense que c'est des richesses, c'est des ressources qui sont capables de contribuer à un développement durable pays, dans la mesure où il y a un développement harmonieux de ces ressources. Ingénieur, dis-nous, quel investissement tu as de fait pour vraiment nous arriver et faciliter, par exemple, nous utiliser sources d'énergie, nous gagner le soleil là pour nous peut-être aider des pays à vivre de l'autre façon, par exemple, la population plus courante. C'est ça possible? Bon, la réalité que nous vivons actuellement en Haïti, c'est que 70 à 75% des sources d'énergie que utilisent en Haïti, c'est le bois et le charbon de bois. Ce qui est une anomalie. D'ailleurs, nous presque pas de bois encore pour nous couper, pour nous faire sa cuisson domestique, dry cleaning, boulangerie, etc. Avec moins de 2% de couverture végétale. Donc, nous ne sommes pas capables de continuer. À 72%, 75% des sources d'énergie, c'est bois et le charbon de bois. Il faut que nous diversifions les types d'énergie.
Et nous vivons dans un pays, côté que le soleil là, chaque jour nous gagnons, son chance pour nous, nous avons un potentiel solaire qui est extrêmement, nous avons un ensoleillement qui est extrêmement important. Absolument. Pendant 365 jours. Oui. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Nous avons un pays qui gagne 70% de mornes et 30% de plaines. Et mornes séparés naturellement par des cours d'eau. Il y a des bassins versants. Oui. Nous avons 30 bassins versants primaires, de grandes rivières qui traversaient tout bassin versant. Nous avons 400 bassins versants secondaires et 900 bassins versants tertiaires. Tout cours d'eau, il y a plus là-dedans qui gagne de l'eau, il va sèche. Donc, on est capable d'utiliser de l'eau ça pour l'hydroélectricité. Donc, on a un soleil là, on a de l'eau, nous avons vent, il y a des zones en Haïti qui ont identifié, qui ont un potentiel éolien qui est capable de bailler énergie. Donc, voilà autant de sources d'alternatives d'énergie que nous sommes capables d'utiliser pour une suppléer à bois et charbon de bois que nous ne sommes pas capables d'éliminer du jour au lendemain. Il y a toujours là. Nous sommes capables de créer des forêts énergétiques. Le problème, ce n'est pas couper pied bois, c'est qu'on qui gens que nous avons coupé. Donc, il faut une politique pour qu'on qui gens pour nous couper pied bois, une politique pour nous créer des forêts énergétiques et en même temps, on a pu utiliser les autres sources d'énergie. Le soleil, l'hydro et également le vent. Et pourquoi pas thermique tout. Bien que, comme ressource naturelle, on a fait recherche pétrolière, où l'on est capable de bien tomber sur notre pétrole, et si nous avons pétrole, nous sommes capables d'utiliser maintenant thermique, utiliser asphalte pour nous faire route. Donc, c'est faire recherche sur les ressources naturelles, et puis diversifier les sources d'énergie. Je pense que si nous mettons à profit toute richesse naturelle que nous gagnons, nous sommes capables vraiment d'arriver à un développement durable de ce pays. Et juste avant de finir, parce que je dis qu'il est arrivé pour nous finir l'émission, ingénieur, mais est-ce qu'on invite les jeunes aujourd'hui à étudier, investir tête pour devenir ingénieur géologue, même avec vous, et pour même connaissance sur sismologie, est-ce qu'on invite à faire ça? Si oui, qui compte à commencer d'abord même, juste avant de finir l'émission? Bon, tout commence par l'éducation, par l'université, par les écoles. Époque, j'ai eu une chance d'entrer dans la faculté des sciences, je viens créer une section de géologie. Je fais partie de la première promotion d'ingénieurs géologues dans ce pays. Mais quand même, section, ça a fait 10 ans. 1974, 1984. Oui. Après 10 ans, le marché a été saturé. Parce que ce n'est pas tout côté que tu as besoin d'ingénieurs géologues. Je viens transformer en d'autres options. Maintenant, depuis 1977, il y a une école de géologie qui est créée. Oui. Au départ, c'était l'école moyenne de techniciens géologues qui était créée pour venir travailler avec des géologues. Par la suite, ils viennent transformer en école nationale de géologie appliquée. Donc actuellement, c'est seule l'école qui a formé des géologues en Haïti. Et nous voyons que ces derniers temps, ils sont dans la rue, ils ont fait manifestation, parce qu'il n'y a pas de local, ils fait grève. Et, puisque vous posez une question, est-ce que vous avez souhaité que vous ayez ingénieur géologue? Bien sûr. Et je offert tête à la ministre de l'Éducation nationale, là, fait partie d'un comité de crise avec le sénateur Patrice Dumont, qui prend le dossier en main et n'a travail. Et moi, là, dans le comité, comme facilitateur, parce que moi, concerné, ce sont des collègues, ce sont de futurs géologues. Il faut que nous travaillions pour que nous joignent nos locales, pour que nous ayons un curriculum qui descend, pour que nous formions à court, moyen et long terme de bons géologues, parce que le pays a besoin des géologues pour l'environnement, pour l'exploitation des ressources minières, pour l'hydrogéologie, pour la sismologie, pour l'environnement. Donc, nous avons besoin de gens de Monzaïo. Donc, il faut que nous mettions, il faut que nous favorisions pour nos locales, des professeurs. Donc, nous avons fait tout ça capable pour nous aider, parce qu'il y va de l'avenir de la profession de géologue en Haïti. Et là, pour me écoute mes pas moins, pour que nous, à l'avenir, nous ayons des géologues, parce que même, c'est où l'élève qui va assurer. Parce que quand il n'y a pas fini là-dedans, il faut que des jeunes géologues qui entrent dans le système là, pour faire le travail qu'on va faire, pour continuer le travail. Là. Ingénieur Prepti, c'est la fin, mais avant la fin, un mot spécial aux téléspectateurs de la télévision Pacifique. Bon, il faut encourager le métier de géologue en matière de sismologie, en matière des risques géologiques, un paquet de menaces qui est capable d'affecter le pays. Donc, c'est prendre conscience, tendre leur autorité au palais, prendre des mesures pour nous capables de protéger tête nous. En matière de menaces, en matière de potentiel minier, nous avons un pays qui est riche en ressources. Il faut que nous ayons un minimum de consensus qui fait autour de ressources pour que nous exploitions de manière profitable pour le pays.
Donc, c'est on met tête nous ensemble. Il faut que toute bagaille soit faite dans la transparence. Donc, chaque monde a un mot par dit sous exploitation ou sous ça. Donc, ensemble, on nous met tête nous, autorité d'État, population, société civile, pour que potentiel minier ça que nous identifions pour nous connaître en affaire avec eux et que nous utilisons pour le développement durable du pays. Ingénieur Prepti, merci infiniment. Merci parce que tu as accepté l'invitation. Bon, encore une fois, c'est mon plaisir pour que je réponde à l'invitation et merci encore pour l'invitation. Et je pense que il y a pile de encore que nous avons dit. Absolument. Donc, pour l'autre émission, avec plaisir, je réponds à l'invitation. Merci, ingénieur. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est là à travers Bout pour journée aujourd'hui. Merci parce que vous avez suivi. Nous invitons à rester branché Télévision Pacifique pour suivre cette programmation. À bientôt.